Bonsoir Michel Sapin, Bonsoir. merci d'être sur le plateau de BFM TV. J'ai envie de dire carrément que vous serez peut-être un jour de nouveau ministre de l'économie d'un candidat, François Hollande, qui, s'il l'emportait en 2012, certainement, vous proposerait de vous occuper de ces affaires-là, car Vous n'en déjà... savez rien, hein. Non, je n'en sais rien. L'éclipse de lune, c'est une certitude, mais ça, non. Non, mais en tout cas, c'est évidemment peut-être un de vos portefeuilles naturels. Vous l'avez été et aujourd'hui, vous êtes auprès de François Hollande, un des membres du premier cercle. François Hollande, qu'on voit partout, il n'y a pas un jour sans une interview, pas un jour sans une petite phrase, adoubé par Jacques Chirac, enfin voilà. Et puis, quand même, talonné dans les sondages par Martine Aubry. C'est peut-être un peu quand même difficile d'être le favori, d'avoir changé de statut si brutalement. Non, ce qui s'est passé pour lui, comme pour tous les socialistes, c'est que chacun, vous-même, attendait que Dominique Strauss-Kahn soit candidat et il ne le sera pas. Et à partir de là, le paysage change. Lui-même ne change pas. Sa position ne change pas. Ses thèmes favoris ne changent pas. Sa volonté d'être candidat ne change pas. Il l'était avant, il l'est encore aujourd'hui. Mais vous voyez bien qu'il y a un peu de paysage qui change autour. Et donc, c'est normal de s'y adapter. C'est nous qui changeons. J'ai bien compris. Bon, je précise que, par exemple, l'Express de cette semaine fait aussi sa une sur François Hollande. Sera-t-il, est-il à la hauteur? Donc ça, c'est quand même un challenge quand on change de statut. Alors, prenons 3 questions d'actualité avant de revenir sur cette primaire. On a envie de savoir ce que vous feriez de différent si vous étiez au pouvoir sur la Grèce. Qu'est-ce qui Que différencierait l'Europe ferait différemment. Je ne sais pas, non, si le gouvernement socialiste en France ferait vraiment différemment d'un Nicolas Sarkozy qui a quand même géré la crise en France et Par en rapport Europe. à la situation de la Grèce ou par rapport à la situation de la France? Par rapport à la Grèce. Alors, par rapport à la situation de la France, évidemment, nous ferions une autre politique, pas la même politique en termes de stimulation de la croissance économique et pas la même politique en termes fiscaux. Mais s'agissant de la Grèce... On l'a vu, les là, événements sont importants s'agissant aujourd'hui. de la Grèce, la question, c'est l'Europe. C'est pas la France toute seule. C'est pas elle qui apporte une aide, même si elle y contribue au travers de l'Europe. C'est l'Europe. Et je pense qu'il faut être à l'intérieur de l'Europe plus allant, plus mordant dans le sens de la solidarité. Trop de rigueur en Grèce tue l'économie grecque et empêche la Grèce de retrouver, y compris un équilibre budgétaire. Donc, il faut faire très attention dans ce domaine. Mais c'est pas ce que fait Nicolas Sarkozy. Il s'oppose à Angela Merkel là-dessus. Il essaye de raisonner les Allemands qui veulent être très durs. C'est un peu ce qu'il fait. Franchement, c'est pas très différent. Je n'en vois pas les résultats. Donc, ce qui compte pour Nicolas Sarkozy, comme pour tout autre, mais beaucoup pour Nicolas Sarkozy, c'est pas ce que l'on dit, ce que l'on souhaite, ce que l'on proclame, ce autour de quoi on s'agite, mais ce que l'on obtient comme résultat en France ou en Europe. En tout cas, vous demanderez la même chose. C'est ce que j'entends aussi. L'affaire Air France, Airbus. Aujourd'hui, Pierre Lelouch, le secrétaire d'État au commerce extérieur, reçoit le PDG d'Air France et un certain nombre de députés UMP demandent qu'Air France n'achète que des Airbus, protège un peu Airbus. Est-ce que c'est une bonne chose, ce patriotisme industriel ? Dit comme ça, non. Sinon, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, aux États-Unis, les parlementaires américains disent la même chose s'agissant des grandes compagnies de transport aérien aux États-Unis. Donc, dit comme ça, non. Par contre, si on dit, et je crois que c'est la vérité, que ce que fabrique aujourd'hui Airbus, pas seulement pour le moyen courrier, c'est déjà le meilleur du monde, à l'évidence, mais aussi sur le long courrier. C'est là qu'est la bataille. Ce que fabrique Airbus aujourd'hui est adapté aux besoins des grandes compagnies internationales, donc d'Air France. Si on dit qu'il y a Airbus, qui est une compagnie d'excellence, qui peut rencontrer une autre compagnie d'excellence de transport qui est Air France, oui, mais c'est l'excellence du produit qui l'emporte et pas les vociférations autour de c'est français, donc ça doit être acheté français. C'est européen, en tout cas. Et en plus, c'est européen. Non, mais c'est européen. ça, parce qu'en fait, ce qui est en train de revenir un peu, et pas seulement du côté des extrêmes, c'est une volonté de protectionnisme européen. Ça serait un peu au cœur de la campagne qui s'annonce. Est-ce que là-dessus, François Hollande, vous-même, vous considérez que c'est un sujet ou alors il faut l'écarter d'emblée? Pas de protectionnisme européen. C'est un sujet, la mondialisation, la maîtrise de la mondialisation, l'absence de naïveté. Il ne faut pas être gentil. On n'a pas le droit d'être gentil dans un monde où il y en a qui ne sont pas gentils et qui sont dans de la bataille, dans de la bagarre, et en particulier les grands émergents. Je pense tout particulièrement à la Chine. Donc il ne s'agit pas d'être gentil. Mais si on pense qu'on peut trouver le salut de la France, de l'économie française, de l'industrie française, de l'emploi français dans le repliement sur soi, alors ce serait se tromper. Donc oui, ayons des politiques dans le domaine environnemental ou social
dans le cadre de l'OMC, des politiques qui mettent, on appelle ça des écluses, qui mettent de la protection pour que chacun tienne compte de la situation sociale, de la situation environnementale. Oui, mais à égalité pour tout le monde. Ça sera vrai aussi pour les Chinois par rapport aux produits qui sont fabriqués en Europe. Vous parlez évidemment beaucoup, et François Hollande se présente beaucoup comme un candidat de l'économie, de la fiscalité. Bon, il parle de la jeunesse, il veut en faire un de ses thèmes. On ne l'entend pas beaucoup sur un certain nombre de questions de société, immigration, sécurité. Et là, évidemment, aujourd'hui, la question du jour, c'est la dépénalisation. Il en a parlé lui-même. La légalisation du cannabis. Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, qui propose finalement de faire comme avec l'alcool ou le tabac. C'est-à-dire une production contrôlée, légalisée, avec une sanction des comportements dangereux, mais en fait, pour mettre fin au trafic. Je ne sais pas, au bout du compte, quelle est la bonne solution. Mais j'ai une certitude, et puisque vous parliez de François Hollande, il a la même certitude. C'est que la situation française est impossible. On a la législation la plus dure vis-à-vis de la consommation de cannabis, et on a la consommation la plus forte de cannabis en Europe. Il y a quelque chose, quoi. Il y a un problème. Donc, ce n'est pas simplement une législation dure qui peut permettre de faire ce qu'il faut faire, inciter à une diminution de la consommation. Au contraire, ça incite, vous le savez, à des mécanismes de trafic, etc., qui sont terribles, qui bouleversent l'économie souterraine. Alors, c'est oui ou c'est non ? Donc, la dépénalisation telle qu'elle est proposée par M. Vaillant et un certain nombre de députés socialistes, pour ce qui me concerne, je la partage. Je la partage. Pour vous, c'est oui. Pour Bruno Le Roux, qui est aussi un hollandiste, entre guillemets, c'est plutôt pas. Non, il n'est pas fan. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais pour moi, c'est la bonne direction. C'est-à-dire qu'il faut changer la loi pour sortir d'une situation où vous avez une loi très dure et une situation de consommation qui est effroyable. Voilà, ça ne marche pas. Donc arrêtons de dire c'est la guerre, on va faire la guerre. Et alors, on met des flics, on met de l'armée, pour obtenir un résultat nul. Donc prenons d'autres moyens, l'information, la formation, la conviction, et puis bien sûr la lutte contre les trafics eux-mêmes, qui doit continuer avec autant de sévérité, mais peut-être plus d'efficacité. On va écouter dans un instant une phrase de François Hollande. Il était en meeting hier. Il semble avoir retrouvé son humour et peut-être... Il n'a jamais perdu. Non, il ne l'a jamais perdu, mais il a voulu afficher un masque un peu plus sérieux de candidat normal et aussi assez sérieux. Mais je voudrais qu'on l'entende sur la primaire et avec une certaine ironie. Écoutez. D'abord, il y a la primaire. Une invention extraordinaire que la primaire. Il n'y a que les socialistes pour trouver des idées pareilles. Mais en même temps, ce fut décidé. Peut-être d'ailleurs que ceux qui l'avaient proposé pensaient que ça ne se ferait jamais. Ah mais, à un moment, ça se fait. Oui, il n'est pas vraiment pour, hein. Il n'y croit pas vraiment. Au contraire, justement, vous n'avez pas suivi tout le raisonnement. Oui, vous n'avez pas suivi tout le raisonnement. On sent qu'il n'est pas... François Hollande était de ceux qui considéraient que la primaire était nécessaire, puisqu'il faut faire un choix. Donc, il faut voter pour choisir, puisque personne ne s'impose de soi-même. Il voulait que ça se fasse plus vite que ça n'était prévu, mais qui considère qu'à partir du moment où les choses sont arrêtées, on va jusqu'au bout de la primaire. Parfois, on voit des gens qui seraient tentés de l'éviter. Non, on va jusqu'au bout, de manière maîtrisée. Qui vous pensez ? À qui vous pensez ? Martine Aubry ? Non. Elle serait tentée de l'éviter ? J'entends certains qui disent qu'il faudrait une primaire de confirmation. Oui. C'est-à-dire, en fait, pas de primaire, il n'y a pas de choix. Il y aurait qu'un seul candidat. C'était Claude Barthelone qui le disait pour Martine Aubry ou pour Dominique Strauss-Kahn à un moment. Donc, il y a plusieurs candidats. Il doit y avoir un choix. Ce choix doit se faire dans la clarté et dans le respect mutuel. Une primaire maîtrisée, c'est un élan de nouveau. Une primaire qui ne serait pas maîtrisée, ça risquerait de nous enfoncer vers le bas. Est-ce que vous êtes favorable à des débats ? Est-ce qu'une primaire, ça va avec des débats ? Je suis favorable, s'il y a 2 tours, qu'au deuxième tour, les 2 candidats qui s'affrontent, qui sont en concurrence au deuxième tour, puissent se rencontrer dans un débat. Je ne serais pas favorable, pour dire les choses précisément, à ce qu'il y ait 5 ou 6 candidats qui viennent les uns après les autres sur une estrade. Je pense que ça n'intéresserait personne. Donc, au deuxième tour... un débat entre les 2 finalistes. Entre les 2 finalistes, s'il y a 2 tours. S'il y a 2 tours, oui, parce que vous envisagez que François Hollande l'emporte dès le premier tour. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu 2 tours. Voilà. Donc, même pas la dernière fois. Juste un mot sur Martine Aubry. Elle talonne François Hollande dans les derniers sondages alors qu'elle n'est pas encore candidate. Ce statut de favori peut vite disparaître. Mais il n'y a jamais rien d'acquis totalement.
Dominique Strauss-Kahn, lui, il n'était pas candidat, il était encore plus haut dans les sondages. Donc vous voyez bien que les choses peuvent être très différentes. Mais Martine Aubry est quelqu'un qui a parfaitement la légitimité d'être candidate, si elle le décide, et il est légitime qu'une partie des Français, une partie importante des Français, considère comme telle sa candidature. Donc oui, ce sera une vraie concurrence, une vraie primaire, une vraie comparaison des personnalités, des propositions. Et tant mieux, c'est ça une vraie... Sur le fond, juste comment vous définiriez la différence idéologique? Sur le fond... Idéologique, non, parce que heureusement, ils partagent tout un champ d'idées communes. Il y a un projet socialiste qui vient d'être voilà, mais adopté. C'est juste des différences de personnes et de caractère. C'est des différences de personnalité. Je déteste les querelles de personnes et je ne souhaite pas qu'il y en ait, mais ça peut être des différences de personnalité et c'est aussi des différences de priorité. Dans le projet socialiste, il y a beaucoup de place pour que chacun dise je pense qu'il faut commencer par cela ou je mettrai plutôt l'accent sur tel ou tel aspect. Et là-dessus, il peut y avoir des différences entre les uns et les autres. 2 questions pour finir. François Hollande a dit la petite phrase de Chirac, finalement, c'est un compliment et après tout, c'est bon à prendre, hein, même si c'est de l'humour corrézien, c'est quand même bon à prendre. Ségolène Royal, elle a un peu ironisé en disant je préfère me placer dans le sillage de François Mitterrand, c'est une référence plus morale. Est-ce qu'on peut à la fois se réclamer de François Mitterrand et être adoubé par Jacques Chirac? François Mitterrand n'a pas aujourd'hui la capacité d'exprimer ainsi son opinion. Et s'il avait à l'exprimer, je ne sais pas dans quel sens il le ferait et au profit de quel candidat aux primaires. Donc Jacques Chirac, il est là, il exprime une opinion, il a de l'expérience, hein, donc il sait ce que c'est qu'un chef d'État. Il l'a été, il sait ce que c'est qu'un homme d'État. Donc moi, je ne lui refuse pas ce brevet d'homme d'État accordé à François Hollande. Vous n'avez pas le sentiment qu'il peut y avoir une contradiction, que ça peut jeter un malaise? Non, parce que chacun le voit pour ce que c'est. Au fond, c'est une forme de bon sens. C'est pas un homme de droite qui s'exprime pour soutenir un candidat de gauche. C'est une sorte de bon sens, comme les gens le voient Jacques Chirac aujourd'hui. Et le bon sens, c'est Nicolas Sarkozy. Vraiment, c'est pas un homme d'État. Il est chef d'État, mais c'est pas un homme d'État. François Hollande, il l'a dit aussi pour Alain Juppé. Hein. François Hollande, ils ont des qualités d'homme d'État. Ils sont pas aujourd'hui chefs d'État, mais ils ont des qualités pour être homme d'État. Et François Hollande, il est candidat. Et ben alors, voilà, c'est peut-être celui-là qu'il faut choisir. Dans Libération aujourd'hui, François Hollande a dit « Je veux qu'en 2012 soit formée une équipe avec des visages nouveaux, des couleurs, des diversités de parcours. » Moi, j'entends vous, les Strauss-Kahniens qui êtes un peu orphelins, venez, il nous faut des visages nouveaux. Mais je regarde aussi dans le programme François Hollande, il n'est pas très favorable, par exemple, à la limitation du cumul des mandats, qui est une des mesures clés pour le renouvellement. Non, c'est pas la seule mesure. Bien sûr, mais quand même, c'est une mesure emblématique de renouvellement. Je vais vous prendre un exemple. Remettre en place des mécanismes de liste pour les élections, avec l'obligation d'avoir un homme, une femme ou une femme, un homme, ça, c'est un mécanisme exceptionnel pour pousser en avant des femmes ou des hommes, d'ailleurs plus jeunes, qui, on le voit dans les conseils régionaux, viennent renouveler la vie politique. C'est ça le véritable renouvellement. Ça passera par le changement des modes de scrutin au lieu de celui qui a été mis en place et qui est un retour en arrière terrible, y compris pour les femmes. Et qu'est-ce que vous dites alors aux Strauss-Kahniens ou à ceux qui... Je leur dis, restez vous-même, restez comme vous êtes, défendez vos idées et choisissez en conscience. Voilà, pas de séduction, pas de recherche, mais enfin, sur le fond, ils se ressemblent peut-être. Ils se ressemblent, oui, ils se ressemblent sur plein de points. Je pense mais c'est pas à moi de choisir qui doit venir. C'est à eux de le faire. Ils le feront en toute liberté. Et j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'inquiétude au bout du compte sur les capacités de rassemblement de François Hollande. Merci Michel Sapin d'être venu sur donc au studio de BFM TV. Merci, restez avec nous. Après le journal de Mathieu Coche, c'est Jean-François Kahn qui sera notre invité. Il n'est plus journaliste, mais il a encore beaucoup de choses à dire. Restez avec nous.